Merci beaucoup au Conseil scientifique de m'avoir invité. Et donc, effectivement, on va parler de virulence et de résistance. Je crois que j'ai oublié, et j'ai un peu honte, ma diapositive de conflits d'intérêts qui sont absents. Donc voilà, je suis désolé, mais elle était blanche. Donc, en pratique, quand on parle de résistance et de virulence, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle précisément. Je pense que tout le monde connaît bien la résistance bactérienne, qui est une caractéristique de la bactérie qu'on est capable d'évaluer in vitro. On voit des antibiogrammes, on est capable de décrire bien les mécanismes. Ça peut avoir un coût biologique, et c'est longtemps le message qui est passé, c'est que l'augmentation de la résistance induisait un coût biologique pour la bactérie qui diminuait potentiellement sa fitness. Ça, on est capable d'essayer de l'évaluer in vitro. Et puis, in vivo, on sait bien que la résistance bactérienne peut avoir un impact en termes de thérapeutique clinique, de coût des soins, peut-être de mortalité. Ça, on va le discuter, notamment si on se trompe d'antibiotiques. Il y a plus de chances d'avoir une mauvaise antibiothérapie si la bactérie est multirésistante. Et bon, la résistance bactérienne, ça, j'enfonce des portes ouvertes, est favorisée par la présence d'antibiotiques. J'ai mis un médecin qui prescrivait, mais on peut aller chercher, doser les antibiotiques dans les fleuves après les usines chimiques en Inde qui fabriquent les antibiotiques, et c'est probablement beaucoup plus influent. La virulence, c'est probablement quelque chose qui a un concept qui est un peu plus complexe. Alors, si on fait un peu d'étymologie, c'est plein de poisons, et Pasteur le décrivait comme une caractéristique d'une bactérie, c'est-à-dire l'aptitude pour un agent pathogène de se multiplier dans un organisme et donc d'y sécréter des toxines. En tout cas, c'était sa définition à la fin du 19e siècle. Et finalement, même plusieurs dizaines d'années plus tard, c'était toujours pas homogène. Enfin, en tout cas, la compréhension de ce qu'était la virulence n'était pas quelque chose de parfaitement homogène. Là, c'était une étude sur les étudiants en maladies infectieuses. Et en fait, le problème, je vais le résumer de manière un petit peu imagée. Et bien là, on voit quelque chose qui est particulièrement adapté à son terrain. Si ça, c'est une bactérie et que ça, c'est l'organe qu'elle infecte, on sent qu'elle est quand même assez virulente. Et elle l'est sûrement probablement plus que cette voiture qui vient pour essayer de ralentir un peu tout le monde lorsqu'il y a un accident. Et on se doute que s'il y a les deux, les unes contre les autres, la plus virulente, ça va être plutôt la Formule 1. Mais par contre, si on se trouve dans une autre situation, un autre organe, un autre hôte, finalement, ce qui était jugé plus virulent, une bactérie par rapport à l'autre, on inverse peut-être la situation, et celle-là, elle est probablement plus adaptée à ce terrain-là. Et c'est ça la difficulté de la virulence, c'est que ce n'est pas une caractéristique d'une bactérie, et si avant, on disait a rose is a rose is a rose, c'est-à-dire un pathogène est un pathogène, on a appris au fur et à mesure du temps qu'un pathogène, c'est peut-être pas un pathogène. Et donc la définition elle est plus compliquée. On se retrouve dans ce paradoxe où la virulence n'est pas réellement uniquement une caractéristique du microbe, mais elle s'exprime dans un contexte beaucoup plus large. Et dans ce papier qui est publié dans un journal qui porte bien son nom, ils ont essayé de définir la virulence. Et donc c'est finalement quelque chose de plus dynamique et de l'interaction entre un hôte et des microbes. J'ai bien souligné le S, puisque finalement on se retrouve dans une interaction, un système biologique interactif, où finalement on ne sait pas forcément ce qui va se passer à la fin, et ça dépend beaucoup du contexte écologique et donc du microbiote et donc beaucoup de choses, et pas uniquement l'hôte, ses défenses immunitaires, mais aussi tout l'ensemble du système dans lequel les bactéries évoluent. Alors j'aurais pu résumer virulence et résistance, antagonisme ou convergence en analysant des études épidémiologiques. Il y avait ce papier dans Critical Care Medicine 2015 qui répond à une bonne question, je trouve, c'est-à-dire qu'il regarde l'évolution, le pronostic des patients en fonction du caractère résistant ou pas des microbes, mais il n'a sélectionné que les patients qui avaient une antibiothérapie adaptée à la phase initiale. Puisqu'on trouve toujours que la multidrogue résistance, c'est plutôt associé à un mauvais pronostic, mais forcément, il y a beaucoup d'antibiothérapie inadaptée. Ici, ils ont focalisé uniquement sur les patients qui avaient une antibiothérapie adaptée, et ce qu'on voit, c'est que la multidrogue résistance n'est pas associée au mauvais pronostic. Il y a exactement le même pronostic, qu'on soit résistant ou pas. Si on a le bon antibiotique, dans cette photo-là, il n'y a pas d'impact de la résistance sur la virulence. Seule la gravité du sepsis est corrélée à la mortalité. Mais finalement, quand on s'intéresse un petit peu à ces choses-là, la virulence, elle dépend, c'est ce que j'ai essayé de vous préciser avant, de l'espèce bactérienne, du mécanisme de résistance, de l'organe infecté, des défenses de l'autre, du microbiote, etc. Et donc on ne peut pas étudier sur des études épidémiologiques qui mélangent tous les patients des microbes, des hôtes particuliers, des pathologies infectieuses différentes. Et on ne peut le faire que dans des modèles complexes, et c'est là-dessus où je vais changer complètement mon fusil d'épaule, et là je passe en microbiologiste fondamentale. N'ayez pas peur, mais c'est pour donner des exemples, parce que je ne pense pas qu'on puisse résumer
virulence-résistance comme un concept, mais comme des milliers de concepts en fonction de tous ces éléments. Donc j'introduis très rapidement ce qui va suivre. Enfin, tout est basé sur ce travail, en partie, d'insertion sequencing. L'idée est de, vous prenez une bactérie qui est séquencée et vous l'obligez à muter un gène de manière aléatoire. Et en fait, en construisant 300 000 mutants, pour des bactéries, en gros, ça prend 5-6 000 gènes, et bien vous avez des mutants pour l'ensemble des gènes. Et vous faites une espèce d'un bouillon de culture avec des bactéries qui sont mutées sur un seul gène, mais pour l'ensemble du génome. Et comme vous avez des moyens génétiques aujourd'hui, en séquençage au débit, avec un petit peu de travail de biologie moléculaire, de regarder la proportion de chaque mutant dans un échantillon, eh bien vous pouvez prendre votre échantillon, où il y a tous ces mutants pour l'ensemble des gènes, et à la sortie du système, après un modèle infectieux, ce que vous voulez, vous pouvez regarder la proportion de mutants, et en comparant cette proportion de mutants, vous pouvez avoir une idée de l'impact de chaque mutation pour l'ensemble du génome, une photo, l'impact de chaque mutation, de chaque gène, dans un modèle infectieux. Avec l'idée, finalement, que si vous avez des mutants qui sont présents dans la banque initiale, dans l'échantillon initial, et qui disparaissent après un modèle infectieux, une pression de sélection quelconque, eh bien, c'est que la mutation dans ce gène-là a muté quelque chose qui est probablement un gène de virulence, en tout cas qui est un gène qui est nécessaire pour infecter. Et à l'inverse, vous allez retrouver des mutants qui sont beaucoup plus importants que les autres, et vous avez probablement inactivé un gène qui était délétère pour la bactérie dans ce système-là. Et en fait, on a fait quelque chose de très simple, on a créé ces 300 000 mutants, et on a fait boire les souris cette eau avec du Pseudomonas aeruginosa, avec tous ces mutants. Ce qu'on peut voir très rapidement, c'est que chaque trait, c'est un mutant. Donc là, vous voyez que la population initiale, l'input, eh bien, vous avez une proportion de mutants pour l'ensemble des gènes qui est bien équilibrée. Ça s'appelle une banque bien équilibrée. On a des mutants pour l'ensemble des gènes. Et puis, quand vous récupérez 5 jours plus tard ce qu'il y a dans le sécom, dans le tube digestif, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de mutants qui ont disparu. Vous le voyez, ils ont disparu, ils sont par là. Et puis, il y en a un qui a pris énormément de place. Et en fait, on était parti un peu à la pêche, puisque c'est de la microbiologie fondamentale un petit peu plus sexy qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on choisissait un gène, on le mutait, et on avait très envie qu'il soit impacté, et on trouvait tous les moyens pour qu'il impacte le phénotype qu'on cherchait. Là, c'est l'inverse. On prend l'ensemble des gènes et on va faire la photo à la fin. Et la photo à la fin, c'est que le mutant dans le gène OPRD était celui qui était le plus fit dans le modèle de colonisation digestive des souris. Et puis lorsqu'on induisait une neutropénie pour faire un modèle de bactériémie sur neutropénie comme le patient d'hématologie, et qu'on allait chercher les bactéries qui étaient dans la rate, eh bien ce mutant OPRD représentait quasiment l'exclusivité des bactéries. C'est-à-dire que ce mutant spécifiquement était plus virulent dans ce modèle-là. Alors l'OPRD, eh bien, en fait, c'est ce qui code ce qu'on appelle aussi la porine D2, c'est ce qui code à peu près 80% des résistances au carbapénème. Et donc, évidemment, on était assez content de tomber là-dessus, puisqu'on avait déjà une histoire très, très bien faite. Alors, c'était une souche, un modèle infectieux. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été récupéré chez des patients qui avaient sous Thiénam, avaient eu des bactéries, des pio traités, qui étaient sensibles initialement, qui étaient devenus résistants. On a pris des souches isogéniques, et ce qu'on voit, c'est que la souche résistante, la 48.2 ou 51.2, résistante, était beaucoup plus fit, 100 à 1000 fois plus à la fin en compétition dans le tube digestif que la souche sensible. Et on retrouvait exactement entre 100 et 10 000 fois plus de bactéries résistantes en compétition avec la souche sensible, ce qui prouvait bien, enfin ce qui était un élément assez fort pour penser qu'effectivement l'augmentation de la résistance augmentait la virulence dans ce modèle. Et donc je parle bien de ce modèle, on a donc ici une convergence de résistance et de virulence. Alors, quand on a voulu avancer un petit peu là-dessus, les reviewers nous disaient quand même c'est beau de montrer ça, mais il va falloir être un petit peu plus solide sur vos appuis pour qu'on le publie. Et donc, est-ce que c'est vrai dans d'autres modèles? Est-ce que c'est vrai pour d'autres gènes et des classes d'antibiotiques? Et c'est ce qu'on a fait. Finalement, moi, je travaillais depuis longtemps sur un modèle d'infection pulmonaire. Et donc, on fait une infection pulmonaire, fait exactement la même chose. Excusez-moi. On a instillé notre inoculum, on l'a récupéré après avoir développé une infection, hein, c'est un poumon hépatisé.
Et on a été regarder les mutants qui étaient plus prévalents, c'est-à-dire des mutants qui avaient inactivé des gènes qui étaient plus prévalents dans ce modèle infectieux. Et on est retombé sur ce mutant OPRD qui était plus présent après 48 heures dans le poumon, avec une augmentation entre 24 et 48 heures. Et on est aussi tombé sur un gène qui était extrêmement prévalent dans le poumon, qui est le mutant pour le gène GLPT. Et pour ceux qui le savent ou pas, le gène GLPT, quand on mute, on devient résistant à la phosphomycine. Donc on retombait sur un concept, sur la même idée que l'augmentation de la résistance par le biais de mutations d'interruption génique pouvait être associée à une augmentation de la virulence. Alors, on trouvait ça drôle avec le PIO, puisqu'on pose cette question-là, et on s'est posé la question de l'antagonisme de la sensibilité avec la virulence. La chance de Pseudomonas aeruginosa, c'est qu'il a beaucoup de gènes de résistance, des gènes dits naturels, c'est-à-dire que toutes les souches de Pseudomonas aeruginosa les ont, notamment le gène AMPC. Et en fait, quand vous mutez le gène AMPC, vous avez déjà un Pseudomonas aeruginosa qui est sensible à l'augmentin. Donc c'est déjà sympa d'avoir ça dans son laboratoire. Et si vous infectez les souris dans un modèle pulmonaire avec un Pseudomonas aeruginosa sensible à l'augmentin, eh bien, il tue moins les souris que la souche qui est résistante. Alors, c'est quelque chose qui est pas spontanément, que je n'avais pas spécifiquement anticipé. Et en fait, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que ce gène AMPC, qui est habituellement là pour aller casser des bêta-lactamines, est exprimé en l'absence. On sait bien que le gène AMPC, l'expression est augmentée par la présence de bêta-lactamine, et on n'a pas mis d'antibiotiques, on a regardé l'expression du gène in vivo, et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, in vivo, on voit une augmentation de l'expression du gène AMPC, quand bien même on ne met pas d'antibiotiques, ce qui prouve bien, et c'est relativement logique, que ce gène AMPC sert effectivement probablement à la résistance aux antibiotiques, mais pas que, qu'il a d'autres rôles qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais donc, encore une fois, on se retrouvait devant un concept un petit peu surprenant, qui est l'antagonisme entre la sensibilité et la virulence, qui va contre le coût de la résistance. Alors, comme les reviewers, ils étaient quand même intéressés, mais ils disaient on ne peut pas se limiter à Pseudomonas aeruginosa, et on ne peut pas se limiter à 2 modèles infectieux. Eh bien, on a été un peu plus loin, et c'est un travail qui était fait aux États-Unis, il fallait traverser le couloir pour rencontrer des gens qui faisaient des travaux un tout petit peu similaires, avec d'autres idées, mais qui avaient un peu des données assez proches. On a été prendre un modèle de péritonite à Acinetobacter baumannii, et on voyait que, alors c'est dur de rendre plus résistant un Acinetobacter baumannii au laboratoire, mais en tout cas c'est facile de le rendre plus sensible, et quand on le rendait plus sensible, avec ces mutations qui étaient dans des gènes, dans des pompes des flux, eh bien, on diminuait la virulence de la bactérie dans un modèle de péritonite. On s'est aussi intéressé au choléra, puisqu'il y a un laboratoire qui était juste à côté, qui travaillait beaucoup sur le choléra. Et quand vous prenez des mutants, des mutants pour le gène LPP ou TOLC, qui poussent bien normalement en l'absence de traitement antibiotique. Si vous les mettez avec de la polymyxine, le mutant LPP est plus résistant, les bactéries sont plus capables de pousser, alors que le mutant dans le TOLC devient parfaitement sensible à la colimycine. Eh bien, si vous regardez le mutant LPP résistant à la colimycine, eh bien, vous voyez que ça a coupé. C'est dommage. Écoutez, je suis désolé, c'est dans un modèle de choléra. Alors, le seul modèle animal de choléra, c'est le lapin, le nouveau-né lapin. Eh bien, le résistant à la colimycine était plus virulent, alors que celui qui était parfaitement sensible avait perdu sa virulence dans ce modèle néonatal de lapin. Donc, finalement, une conclusion extrêmement simple, puisqu'on ne peut pas couvrir tout, sinon on peut parler pendant des heures de ce problème-là. L'élément qui, moi, me semble très important, c'est que la résistance aux antibiotiques, elle n'induit pas forcément une diminution de la virulence bactérienne, et que donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas exclure que la persistance de certaines souches résistantes, ces souches persistent malgré l'arrêt de la pression de sélection antibiotique, et c'est probablement ce qu'on est en train de voir quand on fait les grandes études épidémiologiques mondiales. Voilà, et donc c'était finalement peut-être le titre qui s'appelle le coût de la sensibilité aux antibiotiques, plutôt que le coût de la sensibilité, le coût de la résistance aux antibiotiques, et je vous remercie de votre attention.